à quelques secondes de cette conférence de presse du premier ministre François Legault. Et oui, on avait besoin de bras la semaine dernière, l'autre semaine avant, l'autre semaine avant. En fait, depuis des mois qu'on a besoin de bras dans les CHSLD, mais ce n'est pas terminé parce que, compte tenu des absents, M. Legault va venir expliquer, on vient de lire son message quotidien, qu'il a encore besoin des citoyens du Québec, Sébastien. Alors, le « je contribue » sera réexposé, remontré pour que des gens puissent, s'ils le veulent, s'ils le peuvent, aller travailler à temps plein dans un CHSLD près de chez eux, quoi. Et il y a 2 semaines, on oublie parce que ça passe vite, mais il y a 2 semaines, M. Legault avait implicitement fixé un objectif ou un calendrier, un échéancier de 2 semaines pour reprendre le dessus dans les CHSLD. Donc ça se terminait hier. De toute évidence, on a encore du travail à faire dans les CHSLD. Le nombre de CHSLD critiques a augmenté la semaine dernière, mais les renforts arrivent, ils commencent à se déployer. Je contribue à contribuer à cet effort-là. Les gens de l'armée ont commencé à débarquer aussi. Il y a des volontaires qui sont portés bénévoles aussi. Donc, les renforts arrivent. Ce n'est pas la situation idéale. On sent qu'on a eu besoin de monde et beaucoup de monde. On en parle un peu moins des CHSLD, il ne faut pas les perdre de vue, mais on a l'impression que peut-être que la situation pourrait s'améliorer dans les prochains jours, mais ça va prendre plus de temps, c'est ça que je veux dire. En fait, ça va prendre plus de temps que ce qui était prévu à la base. Et là, on a rechangé la façon de calculer, on a redistribué les décès pour le mois d'avril, ce qui fait que vendredi, il y a eu un nombre assez élevé de décès, près de 180 ou 168. Là, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais c'était élevé. On nous a dit oui, c'est parce qu'on a redistribué par jour, donc pour le mois d'avril, parce qu'il y en a il y a comme des goulots d'étranglement dans certains systèmes informatiques, on croit comprendre. Mais samedi, ça n'a pas été une très bonne journée non plus. Là, on a eu beaucoup de décès. Avec le nombre de personnes infectées dans les CHSLD, malheureusement, il y en aura d'autres de ces décès. Oui, parce que évidemment, dans les CHSLD, ça va très vite. Moi, je vous avoue que j'ai un peu de difficulté à comprendre les méthodes comptables du gouvernement. Là, ils nous disent, on compte, on est très systématique dans la façon, minutieux dans la façon dont on compte. Puis à un moment donné, ils nous arrivent avec, je pense que c'était 163 vendredi, décès de plus. Oui. Donc, parce qu'on a comptabilisé des décès qui sont survenus au mois d'avril, mais qui n'avaient pas été rentrés dans les statistiques. Il y a eu un bond aussi énorme du nombre de cas. Je ne sais pas si c'était samedi ou dimanche, mais parce qu'on a aussi comptabilisé on a rentré des chiffres qui n'avaient pas été comptabilisés. Des fois, je m'y perds un peu, je vous avoue, dans ces chiffres. Bien, vous n'êtes pas le seul, Sébastien. Vous n'êtes pas le seul à vous y perdre. En tout cas, on va garder beaucoup d'attention sur ces données, parce que pour avoir une situation claire, il faut avoir toutes les données possibles. M. Legault, qui va faire son entrée dans le théâtre de la presse, donc dans quelques secondes, avec le directeur de la santé publique, Dr Arruda, et la ministre de la Santé, Danielle Mécan. On aura les données de la journée, puis on nous expliquera comment on entend maintenant, désormais, comptabiliser, compter tout ça. On a aussi retiré de la liste informatique un certain nombre de données sur les CHSLD, le nombre de CHSLD infectés. Ici, en tout cas, on a plusieurs personnes qui se penchent à tous les jours sur ces données-là. C'est important de suivre ça à tous les jours pour les gens, de sorte qu'on sache exactement où on en est dans cette crise. Alors, conférence de presse, Sébastien, on se retrouve comme d'habitude tout de suite après pour faire le point. Merci. Pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Comme plusieurs Québécois, avant que vous me posiez la question, mon épouse Isabelle m'a coupé les cheveux, donc j'ai respecté les consignes. Je voulais juste être bien certain que tout le monde comprenne ça. Je commence avec le bilan de la journée. Pardon. On a 75 nouveaux décès. On a donc un total de 2280. Donc, mes pensées sont pour les proches, les familles de ces personnes décédées. C'est important de préciser que les décès continuent d'être très concentrés dans les centres de soins de longue durée. Sur 75 décès, il y en a 72 qui viennent des centres de soins de longue durée. Donc, pas besoin de vous dire que la situation continue d'être difficile dans les centres de soins de longue durée.
On a comblé la plupart des postes qui sont disponibles. Donc, il n'y a pas de situation où il manque d'employés. Par contre, il y a des employés, là, on commence la 8e semaine intensive. Donc, il y en a qui sont fatigués. Donc, je refais appel à ceux qui veulent venir travailler à temps plein à Montréal, dans les CHSLD. On a déjà 8000 personnes qui travaillent dans nos centres, là, qui s'est inscrit au site Je contribue. Mais comme je vous dis, il y a des gens fatigués, là, puis ça ferait du bien d'être capable d'en remplacer quelques-uns pour quelques semaines. Donc, je fais encore un appel à tous ceux qui sont disponibles à temps plein, peu importe vos qualifications. On est prêt à vous ajouter dans nos CHSLD. On a maintenant 32 623 cas confirmés. C'est une augmentation de 758. On a 1772 personnes qui sont hospitalisées, une augmentation de 18. On a 218 personnes aux soins intensifs. C'est le même nombre qu'hier. Bon, quand on regarde la situation des hospitalisations, je vous avais déjà dit là, qu'on avait, au début de la crise, libéré 7000 lits. Donc, on a 1772 d'utilisés. Par contre, c'est important de le préciser, ces lits sont surtout concentrés à Montréal. Donc, quand on regarde la situation, on voit qu'il y a assez de lits disponibles à l'extérieur de la grande région de Montréal, mais ça reste très serré à Montréal. Pour ça qu'aujourd'hui, je vous annonce qu'on a décidé de reporter l'ouverture des commerces dans la grande région de Montréal, pour l'instant, d'une semaine. Donc, du 11 mai, on reporte au 18 mai. Je vous rappelle qu'à Montréal, il est prévu que les écoles et les garderies soient ouvertes le 19 mai. Encore là, on a 2 semaines devant nous. On va regarder ensemble les résultats, puis on va prendre une décision en fonction de l'évolution des résultats. Il n'est pas question d'ouvrir puis d'ajouter éventuellement aux personnes qui pourraient se retrouver dans nos hôpitaux, alors qu'on a très peu de marge de manœuvre à Montréal. Par contre, comme je vous le disais, la situation est sous contrôle dans le reste du Québec, donc à l'extérieur du Grand Montréal. Donc, aujourd'hui, il y a des commerces qui ont déjà ouvert. Je rappelle, par contre, l'importance de garder la consigne du 2 mètres de distance, 2 mètres entre les employés, 2 mètres avec les clients dans tous les commerces. Techniquement, si la situation reste bonne et sous contrôle dans le reste du Québec, donc à l'extérieur du Grand Montréal, lundi prochain, le 11, on devrait être capable d'ouvrir les écoles et les garderies à l'extérieur du Grand Montréal. Bon. Je sais que c'est beaucoup de travail, là, puis tout de suite, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Ça ne sera pas parfait la première journée, le 11 mai. Il faut redessiner l'organisation, il faut limiter le nombre d'enfants dans chaque classe. Donc, il va falloir là, quand même que les gens soient très débrouillards. Puis moi, je compte sur la débrouillardise des Québécois pour s'ajuster, pour être capable que cette rentrée se passe le mieux possible. Mais je sais déjà, là, parce qu'on n'a pas un guide des opérations pour comment réouvrir les écoles en pandémie, là. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, on va essayer de le faire le mieux possible, mais il faut s'attendre qu'il va y avoir des ajustements. Mais je pense qu'en général, ça devrait bien se passer. Je suis très conscient aussi qu'il y a certains enseignants qui sont inquiets puis voudraient pouvoir porter un couvre-visage. Je veux juste vous dire, la santé publique ne pense pas que c'est nécessaire, mais ça ne peut pas nuire. Donc, on va permettre aux enseignants qui veulent porter un couvre-visage de porter un couvre-visage. L'important, c'est que tout le monde se sente à l'aise dans cette réouverture-là.
Le secteur de la construction puis le secteur manufacturier, on va laisser l'horaire comme il était là. Bon, c'est important de rappeler que la plupart des endroits, on a ailleurs jamais fermé la construction puis le manufacturier. Par exemple, en Ontario. Donc, nous, on était allés plus loin. On avait fermé la construction puis le manufacturier. Donc, avec les mesures qui ont été discutées, mises en place dans un guide, avec la Commission de santé et sécurité au travail et la santé publique, je pense qu'on peut, en toute sécurité, réouvrir ces secteurs-là. Mes remerciements du jour, c'est pour les commerçants. Les commerçants qui ont offert, entre autres, dans les épiceries, des services depuis le début, et les nouveaux qui réouvrent en région. On a une vie qui revient un peu à la normale. Donc, je vous remercie, les commerçants. Par contre, je veux faire un rappel aux Québécois. Beaucoup de choses qui sont dites en fin de semaine. Dans les parcs, il y avait des gens qui étaient parfois à moins de 2 mètres. Juste vous dire, moi, on me dit que la plupart des personnes, la grande majorité des personnes, incluant Montréal, respectent la consigne du 2 mètres. D'abord, il faut le préciser, là, quand on reste avec quelqu'un, conjointe, là, c'est pas nécessaire de garder le 2 mètres. On peut aller parler à d'autres personnes en respectant le 2 mètres. Donc, ce qu'on me dit, c'est quand même la grande majorité des gens respectent cette consigne-là. Mais je vais le répéter, puis je pense que le docteur Arruda va répéter ça jour après jour, pendant des semaines, probablement même des mois. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, ou pour les plus vieux, 6 pieds, 6 pieds, 6 pieds des autres personnes. Donc, je compte sur vous pour qu'on soit capable de retrouver graduellement une vie normale. C'est important que cette distance de 2 mètres, là, qu'on s'habitue à vivre avec dans la vie de tous les jours. Good afternoon. Bonjour. La situation est encore préoccupante dans les foyers pour aînés. On a encore besoin de renforts. Je demande les Québécois et les Québécoises qui peuvent travailler à temps plein dans les résidences de postuler sur le Je contribue, le site du gouvernement. La grande majorité des hospitalisations causées par le coronavirus, la grande majorité est maintenant à Montréal. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que nous allons reporter la réouverture des entreprises non essentielles dans la région montréalaise au 18 mai. Pour ce qui est des écoles primaires et des garderies, nous avons encore 2 semaines devant nous. Nous allons suivre de très près la situation et prendre une décision fondée sur les faits. Quand je pense aux usines et aux chantiers de construction et les commerces non essentiels à l'extérieur de Montréal, c'est une chose, mais je demande aux propriétaires et aux clients des entreprises de respecter les règles de la distance physique. Il nous faut continuer nos efforts et je compte sur vous tous. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, Monsieur Arruda, les restaurateurs seront probablement parmi les derniers à pouvoir déconfiner leurs établissements, mais ils veulent quand même se préparer à l'avance pour leur réouverture. Quel genre de mesures pourraient-ils mettre en place et quand en ferez-vous une annonce? Bien, je peux peut-être commencer en disant, malheureusement, effectivement, là, les restaurants, les activités qui regroupent des centaines de personnes, les spectacles, ça va prendre encore un certain temps parce que c'est plus difficile de maintenir le 2 mètres de distance. En plus, bien, il y a une différence quand on est à l'intérieur de quand on est à l'extérieur. Donc, il y a plus de risques à l'intérieur. Donc, je sais que c'est difficile, mais on va aider les gens qui sont dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la culture de façon générale. Quand ça sera le temps de réouvrir, on va essayer de les aider financièrement. Mais c'est vrai que pour l'instant, à court terme, on ne prévoit pas de réouverture.
Bien, on aura des principes de distanciation sociale, c'est-à-dire moins de clientèle à l'intérieur du restaurant, des approches de cette nature-là là, qui pourront être refaites. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas remettre les mêmes gens en même espace. C'est sûr que si ce sont des gens qui se côtoient entre eux, ils peuvent être à la même table sans être à 2 mètres les uns des autres, là. Mais il va falloir utiliser ce genre d'éléments-là. Peut-être des paravents aussi qui pourraient être placés entre certaines tables pour éviter les éléments. Bien entendu, une hygiène super importante, pas admettre aucune personne qui a des symptômes. Bon, c'est une série de mesures comme ça qui seront regardées en termes d'hôtellerie. Je vais en profiter pendant que j'ai la parole, par contre, pour passer un message autour de ce que j'appellerais le stress, l'anxiété, puis les problèmes de santé mentale. C'est tout à fait normal actuellement, après avoir été dans une perspective où on dit aux gens que la maladie est dangereuse, puis qu'on a vu qu'il y a des gens qui en décèdent, d'avoir des émotions, du stress, de l'anxiété par rapport à ça. Là. Il n'y a pas seulement les problématiques, je vous dirais, de santé mentale qui sont exacerbées, mais aussi, c'est une réaction normale dans un contexte de pandémie. La peur, elle est là, et puis il faut être capable de la gérer. Donc, j'invite les gens, même les parents qui se posent des questions par rapport à leur enfant, est-ce qu'ils vont l'envoyer ou pas. Il y a beaucoup de questionnements, de ne pas hésiter à appeler les lignes et puis de faire appel aux services qui sont mis en place. Cette semaine, il y a une campagne sur la santé mentale, justement, là, mais c'est des réactions tout à fait normales et légitimes. Il ne faut pas les garder pour soi. Il faut être en mesure de le faire. Et puis, je pense aussi qu'on va, tout en suivant le confinement, tout en demandant aux gens de respecter des choses, on va ouvrir certains robinets pour permettre à certaines personnes qui sont seules, isolées, particulièrement nos aînés, à être en mesure de revoir une vie un peu plus normale. Ça ne veut pas dire des rassemblements demain matin puis des soupers chez grand-maman, mais on va essayer de slacker un peu, si vous me permettez. Je vais dire, le mot n'est pas bon, là. On va essayer d'amoindrir les contraintes et permettre aux gens d'avoir un peu d'espoir. Je pense que c'est très important pour nos aînés. Ça va être à suivre au cours des prochains jours. En sous-question? En sous-question, Monsieur Legault, on a pu lire en fin de semaine, entre autres dans Le Devoir et dans d'autres journaux aussi, que votre ministre des Aînés rejette responsabilité par rapport à la situation dans les CHSLD, qui ne date pourtant pas d'hier, alors qu'elle a été ministre à partir de 2007. Est-ce que c'est parce que personne autour de Mme Blais, dans ses prédécesseurs, l'écoutait, ou est-ce que elle vous a déjà fait un portrait déjà très difficile des CHSLD avant même la crise? Bien, comme je l'ai souvent expliqué, quand on est arrivé au pouvoir, puis une des raisons pourquoi Marguerite a accepté de se présenter avec la CAQ, c'est parce qu'on avait un plan pour augmenter le financement, entre autres, dans les CHSLD. Ce qu'on a fait. Par contre, on s'est rendu compte que les postes, on n'arrivait pas à les combler. Donc, il faut augmenter de façon importante les salaires des préposés aux bénéficiaires. On discute actuellement avec la FTQ, la CSN. Les discussions vont bien, donc c'est le premier geste à poser. Merci. Maintenant, prochaine question. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Dr Arruda. Juste une précision, Monsieur Legault, sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les enseignants. Vous avez dit que vous allez permettre le port du masque. Moi, il y a des enseignants qui me disent, écoutez, c'est une chose de le permettre, mais est-ce qu'on peut avoir ces équipements de protection? Jusqu'à maintenant, ils se sont fait dire non. Il y a même une enseignante qui m'a dit on n'envoie pas les soldats à la guerre sans qu'ils aient des armes. Et donc, c'est pas à eux, selon les enseignants, de fournir ces équipements-là, même s'ils ont la permission. Est-ce qu'il y aura des équipements de sécurité mis à la disposition des enseignants? Bien, écoutez, je pense que les discussions qu'on a actuellement semblent dire que effectivement, le ministère de l'Éducation pourra, si les gens veulent avoir un couvre-visage, etc., fournir le matériel. C'est en discussion actuellement. Ça devrait être le cas. Donc, vous allez fournir tous ces équipements-là. On dit également, M. Arruda, que bon, vous avez abordé ce point-là la semaine dernière, mais il y a une étude australienne qui dit que les enfants ne seraient pas des vecteurs de la maladie, qui ne seraient pas, qui ne transmettraient pas, autrement dit. Est-ce qu'à ce compte-là, on ne devrait pas les laisser aller voir les grands-parents s'ils ne sont pas des vecteurs en tant que tels? Écoutez, en lien avec tout ce qui s'appelle immunité collective, qui transmet pas, dans la littérature, on a des choses contradictoires. On a encore des gens qui disent que les enfants peuvent infecter autant que les adultes.
d'autres qui semblent dire l'inverse. Fait que dans ce contexte-là, là, je vous dirais, là, puis quand on aura les confirmations ou plusieurs études contrôlées, puis qu'on pourra avoir la robustesse, on verra qu'est-ce qu'on en fait. À court terme, je vous dirais que la recommandation n'est pas celle-là pour le moment, mais on va voir comment les choses vont se présenter. Puis on verra comment aussi on pourra mettre en contact à une certaine distance, peut-être certains enfants en lien avec leurs grands-parents pour une période plus courte de temps, etc. Là, ça va être analysé. Mais comme je vous dis, les données sont encore controversées. Il sort une étude à un endroit, il en sort une autre qui la contredit ailleurs. Il faut faire les analyses méthodologiques. Là. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur le Directeur national de la santé publique. Monsieur Legault, on sait que ça s'est allé très vite là, depuis 8 semaines. On a appris aujourd'hui que le CHU avait récupéré 45 millions concernant les masques qui sont jamais arrivés. Sauf qu'il y a quelqu'un au ministère de la Santé qui a autorisé de louer un hôtel qui appartient à un dirigeant ou qui a des liens avec la mafia et qui est considéré comme étant quelqu'un qui fait partie qui a fait de la contrebande. Est-ce que c'est normal que ça arrive, ce genre de situation-là actuellement, même si on est dans un état d'urgence? Bien, j'ai posé la question ce matin. Ce qu'on me dit, c'est qu'habituellement, il y a effectivement plus de vérifications qui se font. Mais là, on est en train de vérifier la situation, mais c'était pour louer des chambres à l'hôtel Best Western. Donc, on ne s'est pas méfié là, de qui était le propriétaire. Est-ce que c'était un ancien de la mafia? En tout cas, on est en train de regarder pour que ces règles-là soient resserrées. C'est quand même inquiétant là, d'entendre une situation comme celle-là. Bon, vous avez décidé de retarder l'ouverture de Montréal, entre autres, pour les commerces, sauf qu'on apprend qu'il y a des barrages qui ont été élevés, là, entre autres, les Laurentides, région de Beaumont, là, les barrages policiers, puis il y a des maires qui s'inquiètent du fait que les gens vont partir des zones chaudes pour s'en aller dans les zones froides et qui ne veulent pas vraiment voir arriver ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux gens, entre autres, de Bromont et des Laurentides? Écoutez, il faut comprendre que c'est normal que quand on commence à déconfiner pour permettre certains commerces de fonctionner, qu'on enlève certaines mesures. Ça va de pair. Par contre, on le dit encore, là, les consignes, et je le répète, ça ne veut pas dire que tout le monde peut commencer à partir et s'en aller ailleurs. Je sais qu'il va y avoir un grand appétit pour les chalets, etc. On va monitorer les choses. On avait dit, on avait laissé permettre certaines personnes de traverser en s'assurant qu'ils allaient être chez eux pour magasiner ou circuler dans la zone, amener leur propre nourriture. Puis habituellement, c'était pour un déplacement qui était comme plus définitif que d'aller-retour. Fait que là, je pense que quelque part, on va surveiller de la même façon qu'on fait confiance aux Québécois pour la question de la distanciation, puis etc. Quand on commence à déconfiner, on va voir. On va suivre la situation. S'il y a des problématiques qui sont rapportées à ce moment-là, on pourra réévaluer avec la sécurité publique ce que ça peut vouloir dire. Puis, comme je vous le dis encore, c'est sûr que il y a comme un vent de liberté qui vient avec le printemps puis qui vient avec les déconfinements. Mais c'est une liberté qui doit être, je vous dirais, dosée. Et donc, c'est ce que je peux vous dire quelque part. On ne peut pas non plus empêcher toute circulation là, à l'intérieur du Québec complètement. Merci. Maintenant, au tour d'Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. Donc, le déconfinement aujourd'hui au Québec s'amorce. C'est des régions où on lève les barrières, où on reprend les activités commerciales. Et vous aviez indiqué que vous étiez prêt à revenir en arrière au besoin si jamais on constatait que la situation dégénérait. Or, les projections que vous aviez dévoilées couraient jusqu'au 30 avril, projections d'hospitalisation, de nombre de cas, de nombre de décès. Est-ce que vous avez l'intention de rendre public de nouvelles projections? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un référent pour savoir si le déconfinement produit les effets escomptés ou si, au contraire, il ne faut pas réajuster le tir? Bien, d'abord, il y a toujours des projections qui sont faites, incluant pour le mois de mai et les mois suivants, sur le site de l'INSPQ. Donc, il y a des scénarios qui sont faits, optimistes, pessimistes. Mais ce qui est important, et puis peut-être ça peut aussi compléter la réponse à la question de M. Laforêt, c'est de dire, à Montréal, la situation est stable. Il y a une petite marge de manœuvre. Donc, quand on déconfine, on se dit peut-être qu'il va y avoir une augmentation des cas. Là, on a une petite marge de manœuvre. Dans les régions, on a une grande marge de manœuvre. Donc, le déconfinement, on le fait plus en région parce qu'il y a une marge de manœuvre sur les lits d'hospitalisation qui sont disponibles.
À Montréal, on retarde pour l'instant le déconfinement parce que la marge, pour nous, n'est pas assez grande. Mais la situation est stable, puis il y a des lits pour tout le monde. Oui. J'ajouterais là-dessus que la situation à Montréal, c'est aussi le fait que il y a des lits actuellement dans le secteur hospitalier qui sont occupés par des personnes qui n'ont plus besoin du plateau technique et qui ont la COVID-19, mais ils n'ont plus besoin du plateau technique. Et il y aurait des zones tampons, là, des endroits là, où est-ce qu'on peut amener, comme l'Hôtel Dieu, par exemple, l'Hôtel Dupuis, etc. Mais effectivement, on aurait besoin davantage de personnel. On a les lieux, mais on n'a pas nécessairement le personnel. Alors, c'est pour ça que l'appel du premier ministre est important aujourd'hui de nous aider, encore une fois, à ajouter du personnel, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir libérer des lits, avoir les personnes aller dans des endroits très sécuritaires et effectivement être capable de voir à d'autres besoins si d'autres besoins arrivent lors d'un déconfinement. Et j'ajouterais sur la question de M. Laforêt, par rapport à la situation à l'hôtel Best Western, que c'est le CIS qui prend en charge tous les soins, les services à l'hôtel. Donc, c'est très sécuritaire pour les patients, mais comme le premier ministre le dit, on doit revoir la situation. Toujours concernant le nombre de cas, on voit la situation en Ontario où là, il y a aussi eu des problèmes dans des résidences pour aînés, il y a aussi des grandes villes. On voit quand même qu'au cours des derniers jours, le nombre de cas actifs diminue. Donc, il y a plus de gens sur une base quotidienne qui guérissent de la COVID que de gens qui la contractent, alors qu'au Québec, on est toujours dans une hausse du nombre de cas actifs. Qu'est-ce qui fait que ce soit si difficile, justement, d'inverser cette tendance-là alors que des voisins y parviennent? Bien, écoutez, d'abord, il faut être prudent quand on compare avec l'Ontario. D'abord, l'Ontario teste beaucoup moins que nous. Donc, c'est certain que plus on teste, plus on trouve de cas. Vous allez le voir d'ailleurs, là, quand on va augmenter d'ici la fin de la semaine à 14 000 tests par jour, il va y avoir plus de cas qui vont s'ajouter. Donc, il faut être prudent. Deuxièmement, nous, la situation est très concentrée dans les CHSLD. Tous les décès reliés à la COVID-19 sont déclarés au Québec. Compliqué de savoir exactement quels sont ceux qui sont déclarés en Ontario. Puis comme je le disais tantôt aussi, c'est très concentré dans la région de Montréal. Donc, quand on regarde les régions où on commence à déconfiner, bien, il y a une bonne marge de manœuvre, puis la situation est vraiment sous contrôle quand on regarde les hospitalisations, puis même les cas. Donc, ça dépend du nombre de tests, là. On fait beaucoup, beaucoup plus de tests qu'en Ontario. Maintenant, tour de Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour à vous trois. Vous dites que les parents ont le choix d'envoyer leurs enfants à l'école ou à la garderie, mais votre ministre du Travail a dit que le retour au travail est obligatoire pour les employés, à moins de... sauf dans les cas prévus par la loi ou dans leur convention collective. Donc, dans le contexte, quel choix réellement ont les parents? Mais non, mais les parents, ils ont le choix d'envoyer leurs enfants à l'école ou à la garderie. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les employés, bien là, il faut, s'il y a une plainte qui est faite à la CNESST, il faut qu'il y ait un risque démontré là, pour l'employé. Donc, oui, il peut y avoir une situation spéciale, mais je pense que dans le contexte actuel, moi, je ne suis pas trop inquiet là, que ça va bien se passer, là. Puis qu'est-ce qui arrive avec les parents qui sont à risque, qui ont un conjoint malade ou un partenaire malade ou qui sont immunosupprimés, enceintes, peu importe, là, puis qui choisissent de ne pas envoyer leur enfant à la garderie? Est-ce qu'ils doivent continuer de payer les frais de garde? Bon, d'abord, ces personnes-là là, devraient pouvoir ne pas retourner au travail parce qu'il y a un risque pour leur santé qui est démontré. Donc, dans votre question précédente, là, ces personnes-là ne pourraient pas être congédiées parce qu'elles peuvent démontrer que c'est dangereux pour leur santé de retourner travailler. Maintenant, vous demandez... Juste que... Ils devaient payer les frais de garde. Ce qu'on a fait, ce que Mathieu Lacombe a fait, c'est de dire... On ne s'attend pas dans les prochaines semaines là, que les garderies soient pleines. Les parents qui vont
envoyer leurs enfants. Il y en a d'autres qui vont choisir de les garder à la maison. S'il arrive un moment où les garderies sont pleines, puis que là, il y a d'autres parents qui voudraient envoyer leur enfant à la garderie, bien là, effectivement, il y aura un choix à faire pour le parent. Est-ce que le parent veut protéger la place ou si on donne la place à un autre parent qui veut utiliser la garderie? Très bien. Maintenant, si je peux me permettre à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec, Journal de Montréal. Mon collègue de TVA, il a fait référence tout à l'heure. Hein, il y a des maires, là, comme des citoyens, qui s'inquiètent de la réouverture de leur région, de l'arrivée éventuelle puis massive de citoyens qui ils vont provenir à ce moment-là de zones contaminées. Je me souviens que vous avez déjà demandé à ce que les gens, s'ils font les déplacements, qu'ils fassent, par exemple, leur épicerie avant, puis donc localement. Pourquoi ne pas rendre, par exemple, obligatoire la présentation du permis de conduire dans les commerces pour prouver au caissier là, que la personne provient bel et bien de la région? Bon. D'abord, je répète un peu ce que je disais tantôt. La situation est sous contrôle partout. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre à Montréal pour faire du déconfinement, mais il y a beaucoup de marge de manœuvre en région. Les personnes qui passent d'une région à l'autre, bien, doivent maintenir le 2 mètres avec les autres personnes. Donc, s'ils maintiennent le 2 mètres, il ne devrait pas avoir de pression indue, mais tout le déconfinement, il se fait en fonction, est-ce qu'on est capable de garder la situation sous contrôle dans les hôpitaux? Puis, en région, où il y a les maires qui s'inquiètent, bien, dans le fond, c'est là qu'ils devraient le moins s'inquiéter parce que dans ces régions-là, il y a une grosse marge de manœuvre dans les hôpitaux. Très bien. Peut-être maintenant pour Dr Arruda, je veux revenir sur la question des scénarios parce que vous nous aviez effectivement fait une présentation au mois d'avril. On était capable de voir le scénario optimiste puis pessimiste. Pourquoi ne pas renouveler faire à nouveau, donc, cette présentation pour le mois de mai, parce que vous vous attendez là, à ce qu'avant le déconfinement, il y ait une baisse des cas et des décès. Écoutez, pour ce qui est des scénarios, là, comme je vous l'ai dit, on avait utilisé une méthodologie à l'époque, on l'a raffinée. C'est l'Institut national de la santé publique avec l'INES et l'Université de McGill, l'Université de Montréal qui travaillent là-dessus. On a fait une demande d'avoir des scénarios là, sur la base des données qui incluent ceux de la fin de semaine. Ça prend 48 heures parce que des traitements dans des gros ordinateurs. On va avoir accès à ça avant le déconfinement, puis on pourra, à ce moment-là, le rendre public sur le site et les gens pourront avoir l'information. Mais au-delà des scénarios qui projettent des choses, dans ces scénarios-là, on va être capable de calculer le R1, le R0 pour les différentes régions. Là. Et aussi, ce qui va être très important, c'est clair que là, on va commencer beaucoup les dépistages, donc la courbe des cas va être influencée. De la même façon que la courbe des cas a varié en fonction des priorités qu'on donnait dans le dépistage, maintenant, la courbe des cas ne sera plus nécessairement notre référence, mais beaucoup plus la courbe des hospitalisations et des décès, et l'analyse des agrégats, c'est-à-dire les analyses fines que vont faire les directions de santé publique, comme ce qui va se faire actuellement dans à Montréal-Nord, puis dans le quartier Parc-Extension. Ces analyses-là nous permettent aussi de voir les dynamiques. Si jamais on se retrouverait dans des petits commerces avec des éclosions, on aurait des investigations qui seraient faites à la fois pour contrôler les cas et les contacts et empêcher que ça se fasse. C'est que dans le fond, tout ça va être suivi de façon très détaillée par les directions de santé publique et par nous. Mais donc, pour les scénarios, on pourra vous les montrer, mais c'est pas seulement les scénarios qui vont être... Parce que les scénarios, c'est un portrait pris à un moment donné avec des données, mais nous, on va suivre la chose au jour le jour pour voir ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a 3 Québec. Il y a le Québec des CHSLD, particulièrement de la région de Montréal. Il y a le Québec-Montréal. Est-ce que c'est des agrégats ou de la grosse transmission communautaire? Ça, c'est encore à regarder. Puis il y a l'autre Québec qui, lui, a vraiment atteint tous les critères pour un déconfinement tel que reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, d'après les informations qu'on dispose des régions périphériques à la région de Montréal. Merci. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. D'abord, Monsieur le Premier ministre, vous faites un nouvel appel au renfort pour les CHSLD à Montréal, alors que tout le monde sait que vous disposez de pouvoirs très grands pour réaffecter l'ensemble du personnel dont vous disposez. Mais je veux bien comprendre, là, il y a combien d'absents en ce moment, là, la mise à jour que vous avez? Combien de personnes sont absents pour COVID ou peur de COVID, là, on pourrait dire comme ça? Mais, et aussi, donc, de combien de personnes vous avez besoin précisément?
Bon, il y a 11 000 employés qui sont absents dans l'ensemble du réseau. Il faut comprendre aussi que des opérations, des activités qu'on avait pu reporter dans les hôpitaux deviennent plus urgentes parce qu'on ne peut pas reporter indéfiniment. Donc, on doit reprendre les activités dans les hôpitaux. Déjà, il y a eu un transfert vers les CHSLD, mais graduellement, on ramène les gens vers les hôpitaux pour être capable de faire ces chirurgies, ces activités. Donc, dans l'ensemble du réseau, il manque 11 000 employés. On a réussi à combler une bonne partie de ces postes avec les 8 000 de Je contribue. On est rendu à peu près à 350 soldats. Puis il y a aussi des enseignants et des étudiants. Là, il y en a plus de 1000. Donc, c'est serré. On n'est pas à 100 % d'activité dans les hôpitaux, mais on est à un taux d'activité plus élevé que ce qu'on avait, par exemple, il y a 2 semaines. Je suis persuadé que sur votre tableau de bord, vous avez un indicateur sur le taux de réponse des parents hors communauté métropolitaine de Montréal au sujet de l'inscription de leur enfant à l'école. Hein? Ouais. C'est dans une semaine qu'elle va reprendre l'école dans ces différentes pas ça avec régions. Moi, là, mais vous n'avez pas ça avec... que les commissions scolaires ou les écoles doivent avoir ces réponses-là, mais moi, je ne les ai pas avec moi. OK, c'est simplement que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez insisté sur le fait que, bon, c'est possible que ce ne soit pas parfait et qu'il y ait des ajustements. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser à quels ajustements vous faites je vous donne un exemple. On dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait en moyenne plus que 15 enfants dans une classe. Ça dépend de la grandeur de la classe. Parfois, c'est des plus petites classes, donc c'est même moins que 15. Dans d'autres cas, c'est des classes plus grandes. Bon, toutes les écoles secondaires sont disponibles, puis parfois, les classes sont plus grandes dans les écoles secondaires. Mais ça, c'est une gymnastique incroyable à faire, là, pour ceux qui sont en train de préparer l'entrée dans les régions le 11 mai prochain. Donc, je veux juste demander aux Québécois d'être compréhensifs, d'être un peu indulgents. On va s'ajuster, mais tout le monde est de bonne foi. Tout le monde essaie d'être débrouillard dans ses façons de préparer. Évidemment, il y a des enseignants qui ont plus de 60 ans, donc on leur demande de ne pas venir à l'école. Il y a des étudiants dans les facultés d'éducation qui ont à faire leur service pour venir dans les classes. Donc, c'est toute une organisation. C'est pour ça que je dis aux gens, bien, on va s'ajuster au fur et à mesure, là. Puis, tu sais, j'entends là, des gens dire « Ah, c'est tout croche, ben, regardez, là, on fait pas ça tous les jours, là, de réouvrir des écoles en pleine COVID-19, là. Soyons indulgents. » Merci. Donc, c'est ce qui complète pour les questions en français. On va maintenant passer à Cathy Sonnet, CBC News, pour les questions en anglais. Hi, good afternoon. Premier Legault, you just said that it was a gymnastic for the reopening of schools, primary schools. So what do you say to school boards? For example, the Quebec English School Boards Association and other groups that want more flexibility or latitude when it comes to reopening school on the proposed dates? First, it will be the parents. Écoutez, ce sont les parents qui vont décider s'ils envoient ou non leurs enfants à l'école. Ce n'est pas l'ancienne commission scolaire, c'est le parent. La responsabilité de la commission scolaire et des gens qui dirigent les écoles dans la communauté anglophone, c'est de rouvrir les écoles quand nous disons oui. C'est la date, le moment est opportun. À ce moment-là, les parents ont à décider s'ils envoient leur enfant ou non à l'école. Et non pas toute la commission scolaire anglophone. Question. Mais ils ne sont pas prêts. Réponse. Écoutez, il est question du 19 mai. Donc nous avons encore 2 semaines devant nous. Et nous disons, nous acceptons que ce ne soit pas parfait. Mais ils ne peuvent pas décider qu'aucune école va décider. Mais c'est ce qu'ils font. Ils ne le feront pas. Thank you. So now, Phil Autier, Montreal Gazette. Good day. Mr. Arruda, I was wondering if... Monsieur Arruda, pourriez-vous nous mettre à jour, s'il vous plaît, et Monsieur Legault également, sur la situation qui prévaut à Montréal? Cela ne semble pas être tout à fait maîtrisé. Vous avez mentionné, monsieur, que dans la province, ailleurs, c'est pas le même portrait. Et il y a aussi Mme Drouin, qui est à la tête de la santé à Montréal.
qui dit qu'on n'a pas l'impression d'avoir rempli toutes les conditions. Alors, mettez-nous à jour sur Montréal. Et qu'en est-il? Réponse. Ce qui se passe à Montréal, c'est que nous avons encore des nouveaux cas tous les jours. Nous en aurons davantage avec le dépistage qui s'en vient. On a encore des hospitalisations qui ne sont pas en montée, mais non pas plus en chute. C'est un plateau dans la courbe. Et c'est pourquoi nous voulons surveiller la situation. Et ceux qui sont hospitalisés, viennent-ils de la communauté ou des résidences pour aînés? Et à Montréal-Nord, il y a une situation particulière, comme à Parc Extension, on a vu des cas supplémentaires. Il y aura du dépistage qui sera effectué là-bas. Et nous voudrons voir ce qui s'y passe. C'est qu'il y a une stabilité, mais nous ne descendons pas tel que nous l'avions prévu. C'est pourquoi nous préférons reporter du déconfinement. Ça et là. Donc, nous étudions les chiffres dans les jours à venir et nous allons nous fonder là-dessus pour les décisions. Donc, nous confirmons la Dr. Drouin dans ses impressions, mais nous voulons avoir des données plus précises. Pour ma part, je rajouterais que nous voulons rouvrir les magasins à Montréal, mais nous savons que si nous les rouvrons et quand nous le ferons, nous aurons probablement plus de cas dans nos hôpitaux. Donc, pour l'instant, la situation est maîtrisée avec le nombre de personnes qui continuent de rester à la maison. Mais si nous ouvrons un peu le clapet, on a besoin d'une marge. Et on ne la voit pas, cette marge, aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons 2 semaines pour voir comment évolue la situation. Question pour le Dr. Arruda. Pourriez-vous nous expliquer une autre fois, s'il vous plaît, le rajout surprenant de cas et de morts vendredi? Je pense que vous avez dit que c'est une erreur informatique, mais est-ce que c'est la seule explication? C'est un nombre important de gens. Réponse. Oui, c'était dans le laboratoire d'un hôpital qui a eu beaucoup de cas et qui analysait beaucoup de données. Ils ont changé le système informatique et du coup, il n'y avait pas de programme pour envoyer cette information à la santé publique. En fait, le cas ou les cas ont été gérés sur le plan clinique, c'est-à-dire qu'ils étaient conscients qu'il y avait un cas, mais ce qui devait être dit, c'est que donner l'information à la santé publique. Et c'est à la santé publique qu'on prépare les données. Donc, tout à coup, quelqu'un regarde et dit, il y a un problème. Ces cas sont là, mais ils n'ont pas été déclarés par la santé publique. Et c'est pourquoi on a eu cette surprise de 1300 cas. Mais ils n'étaient pas tous dans la même semaine, mais depuis le début avril et même fin mars, des cas qui avaient été testés pendant cette période-là et n'avaient pas été transmis au bureau de la santé publique. Question. Il y a des entreprises qui ont pu ouvrir leurs portes à Montréal aujourd'hui avec de nouvelles précautions sécuritaires. Est-ce que ces précautions devront rester en place pour l'avenir prévisible? Réponse. Oui, tout à fait. Question. Avec la réouverture, est-ce qu'il nous faut porter un masque en public dans les transports collectifs? Est-ce que c'est dans vos intentions de distribuer les masques au grand public? Parce que parfois, il n'est pas facile de trouver un masque. Réponse. Il y a une accélération de la production des masques, même ici au Québec. Donc, nous le verrons. Si cela devient obligatoire, c'est sans doute avec les municipalités qui peuvent se permettre d'en payer pour la population, parce que il y a, c'est vrai, des cas d'incapacité d'acheter ou c'est trop cher pour certaines personnes. Mais vous pouvez en fabriquer un vous-même, le masque, avec un foulard ou une écharpe. Nous allons réévaluer cela, surtout
si cela devient obligatoire dans les transports collectifs. Nos dernières questions en anglais par courriel. Je vais faire un pas de recul en français pour aller à Olivier Bossé du Soleil, que je voudrais surtout pas oublier, désolé. Oh, merci. Une fois en 50 jours, c'est pas très grave. Monsieur Legault, Monsieur Arruda, Mme McCann aussi, bonjour. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui aux parents qui craignent de renvoyer leurs enfants à l'école lundi prochain? Soit les rassurer ou les convaincre, ce serait quoi que vous diriez? Bien, d'abord, il n'y a pas à être gêné. Les parents qui préfèrent garder leur enfant à la maison, ils n'ont pas à être gênés. C'est une décision qui est très personnelle. On l'a dit, les enfants n'ont pas beaucoup de risques, mais ces enfants-là vont voir, s'ils sont pour voir leur grand-père ou leur grand-mère, il y a un risque là, à ce moment-là. S'ils voient des personnes là, de plus de 60 ans, il y a un risque. Donc, c'est pour ça que c'est du cas par cas. Moi, je l'ai dit depuis le début, la journée où je vais dire les écoles sont ouvertes, c'est parce que je pense que j'aurais envoyé mes enfants. Donc, moi, je pense que c'est sécuritaire, mais je comprends très bien, là, puis je pense pas qu'on doit faire aucun reproche aux parents qui décident de garder leur enfant à la maison. Il y a de l'anxiété actuellement dans la société, puis moi, je comprends très bien que certains parents sont pas à l'aise d'envoyer leur enfant à l'école. Mon autre question était sur les indicateurs économiques du mois d'avril, en début mai. Qu'est-ce que vous avez en main? Est-ce que c'est pire que vous pensiez? Est-ce que c'est mieux, décourageant, pas? Puis ça ressemble à quoi? Bien, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas mal en ligne avec ce qu'on prévoyait, là, avec Pierre Fitzgibbon, Éric Girard. On va avoir l'occasion de les déposer en temps et lieu, là, mais effectivement, la situation économique est très difficile. Merci, M. Bossé. Donc, on retourne en anglais. Une question qui nous provient de Global News. C'est a question for Mr. Legault. The leader of the opposition says next week... Le leader de l'opposition dit que la semaine prochaine, c'est trop tôt pour la réouverture de Montréal. Est-ce que vous êtes un peu dans la précipitation? Est-ce que vous pourriez y repenser? Réponse. Je viens d'annoncer que nous avons reporté l'ouverture des magasins au détail. C'est pas à cause de Pierre Arcan, mais il doit être content. Merci. Et les écoles? Réponse. Nous avons encore 2 semaines avant d'étudier les chiffres et prendre une décision. Donc, moi, j'attends ces 2 semaines-là. Question. Madame McCann, pourquoi certaines résidences pour aînés sont-elles dans une situation où il y a de la surfacturation? Il y a un 400 $ qu'une famille a reçu après le décès de leur père. Réponse, je n'étais pas au courant. Je vais étudier la situation et je vous en reparle mercredi. C'est ce qui complète pour cette conférence de presse.